Voilà, on arrive au moment de parler des besoins de l'homme et de la femme. C'est pas un sujet facile. Je vous cache pas que j'ai prié avant pour essayer de vous en parler comme il convient. Alors déjà, je voudrais prendre le temps de vous montrer ce drapeau auquel je dois beaucoup. Drapeau de la Vierge Marie. Alors c'est le contraire, faut que je mette ma tête là. Donc vous avez le M, la croix, les cœurs de Jésus et Marie, brûlant d'amour, transpercés pour nous. La couronne de 12 étoiles autour de la Vierge Marie, je crois que ça reprend un passage de l'Apocalypse qui désigne clairement la femme qui va vaincre le serpent, Satan. Et puis, comme c'est un drapeau qui a été fait au Québec et originellement pour le Canada français, il me semble, vous me direz si je me trompe, les personnes dignes d'en parler, on a les 4 fleurs de lys qui rappellent le drapeau du Canada français. Voilà. Je suis dans une grande action de grâce pour les grâces qui ont déjà été obtenues par la prière de nous tous, de tous ceux qui prient pour moi en ce moment. Et je pense que c'est pas du tout fortuit que j'ai reçu cette bannière-là ces jours-ci. Voilà, alors, je suis fatiguée, donc je suis désolée si le débit est un peu lent, si je cherche mes idées, etc. Je fais au mieux, je suis désolée, mais je ne veux pas trop tarder parce que plus on laisse le sujet traîner en longueur, plus ça fera réchauffer, vous voyez, bon. Donc les besoins de l'homme et de la femme, c'est multiple et puis ça dépend d'un individu à l'autre, mais il y a quand même des besoins communs. Je pense qu'il est important de les connaître pour éviter les souffrances inutiles. Et pour mieux comprendre ce qui se passe dans les chicanes, au moment des chicanes, des disputes entre hommes et femmes qui sont un petit peu inévitables, il y en a partout. Je pense que c'est important de se rappeler nos besoins mutuels, nos besoins communs et distincts. L'essentiel pour comprendre les besoins mutuels, c'est aussi de s'expliquer mutuellement, de beaucoup parler, de prendre le temps et aussi, et même plutôt surtout, d'écouter l'autre. Écouter l'autre. On n'y pense pas assez, la communication est à base d'écoute avant tout. Et puis aussi bien se dire que c'est pas parce qu'il y a de l'amour qu'on a tout compris globalement de l'autre. Il peut y avoir beaucoup d'amour, mais qui est quand même besoin de parler, de dire des choses que l'autre n'a pas bien mesurées, parce qu'on n'est pas à l'intérieur de son âme, on n'a pas son vécu. Et les résonances que chaque événement peut avoir dans le cœur de l'autre ne sont pas forcément soupçonnables. Alors, plus vous développez votre capacité de compréhension de l'autre, votre finesse d'analyse et votre amour aussi, parce que l'amour permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de l'autre, plus ça va être facile. Alors, je commencerai par les besoins communs à l'homme et à la femme. J'avais étudié je pars de très au plan très naturel, les 8 besoins identitaires. J'avais étudié ça lors d'un séminaire de développement personnel à Paris qui s'appelle Weekend Spark. C'était page 33 du livre Weekend Spark, tout vous dire. Mais je pense que ce sont des principes naturels justes, donc je les retiens. Il y a les besoins de sécurité, d'affection, de reconnaissance, de liberté, de stimulation, tout ce qui est improvisation, variété, de progression, c'est-à-dire la croissance, l'apprentissage, de contribution, de gratitude. Voilà, les besoins identitaires communs à tout être humain. Je pense qu'un autre besoin commun, c'est le besoin d'un idéal commun qui tire vers le haut. Voilà. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas que des animaux vivants. Voilà. On a une partie animale en nous, mais on a besoin d'un idéal qui nous tire vers le haut, tout simplement pour répondre à notre part spirituelle. Voilà. Je pense aussi que nous avons besoin de beauté. C'est une notion qui est peu rappelée de nos jours, mais c'est un besoin de la nature humaine que de vivre dans une harmonie, non seulement intérieure. On a besoin de cette harmonie intérieure, on la cherche confusément. On s'en rend compte malheureusement souvent au bout d'un certain âge parce que la vie nous formate surtout à la réussite matérielle, à la productivité aujourd'hui. Mais c'est un besoin très fort que nous avons, un besoin d'harmonie intérieure, de paix, de sagesse. Mais aussi, on a besoin de la beauté extérieure. Pour certains, la beauté physique est plus importante que pour d'autres, donc il faut savoir en tenir compte. Ça n'a rien de mal, il y en a qui y sont plus sensibles. Mais je pense que nous avons en réalité tous besoin que l'autre se soigne et soigne son environnement. J'en avais parlé avec des éducatrices professionnelles, des religieuses même, et
ce besoin d'éducation à l'art et à la beauté, c'est quelque chose de foncièrement humain. Nous avons besoin d'art. Alors on met sous le nom art diverses notions. Il y en a pour lesquelles l'art suprême sera la contemplation de la nature. Et c'est un art. C'est un art, c'est l'artiste divin même. Donc, mais c'est pour vous dire que, mine de rien, nous y sommes tous sensibles. Même ceux qui jouent le plus les rustos, les insensibles. C'est pas vrai, ils ont cette part-là en eux. Ça va vous paraître original que je parle de ça, mais... Je pense que comme autre besoin commun, nous avons aussi la valorisation pour ce que l'on est. On a besoin d'être valorisé pour les qualités propres que l'on a. Donc l'autre a besoin qu'on reconnaisse ses propres qualités. Nous avons tous besoin de tendresse, d'amour. Même ceux qui... vous avez des gens qui vous disent « Moi, je suis mieux tout seul, je suis mieux toute seule. Je n'ai pas besoin des autres, je me donne de l'amour à moi-même, etc. » Il y a pas mal de sophismes derrière tout ça, me semble-t-il. Je pense qu'on a tous besoin de tendresse d'une manière ou d'une autre. Et ceux qui sont bien tout seuls, parce qu'il en existe, ça veut dire qu'ils ont trouvé cet amour et cette tendresse dans quelque chose de plus spirituel. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui sont capables de se passer de la tendresse naturelle, d'ordre naturel, et de la trouver seulement dans des consolations spirituelles. Ça suppose une très grande sagesse et puis une vocation. Parce que là, pour ce qui est des religieux, des prêtres, s'il n'y a pas une vocation derrière, alors comme c'est pas contre la nature, mais c'est au-delà de la nature. Donc il faut vraiment y être appelé et avoir un socle affectif très fort. C'est pas donné à tout le monde parce que on coupe un besoin quand même assez fondamental de l'être humain. On le sublime, mais encore faut-il avoir un très grand équilibre et puis être appelé par Dieu, parce que sans une grâce particulière, c'est mutatis mutandis, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un de jeûner tous les jours de sa vie. C'est possible, oui, c'est possible, mais ça suppose quand même une carcasse très solide. Voilà, il y a des gens, il vaut mieux qu'ils ne jeûnent pas parce qu'ils ont le système nerveux trop fragile pour cela. Voilà, c'est tout. Donc, bon. Alors, bien sûr, il y a besoin d'une sexualité épanouie, mais il faut en parler. Bien sûr, il faut en parler. Ce que je trouve triste, c'est qu'à notre époque, si vous voulez, ça devient presque synonyme de amour. Amour, c'est faire l'amour. Alors, inversement, faire l'amour sans amour conduit toujours à la tristesse, mais l'amour ne se réduit pas à la sexualité. On le sait, mais on a tendance à l'oublier. Dans notre société actuelle, je pense que tout le monde le sait. Donc oui, on a besoin d'une sexualité épanouie. Mais première remarque, la chose ne doit pas être prise de front, parce que c'est un besoin naturel. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de l'apprendre, il n'y a pas besoin d'apprendre. Donc il y aura toute une partie ultérieurement sur les méfaits de la pornographie. J'ai découvert avec effarement, moi je ne l'ai découvert que très tard dans ma vie, mais que les hommes se nourrissaient énormément de pornographie, énormément. Même des gens très bien, ça vient plus vite qu'on ne croit, puis la société fait tout pour, mais ça détruit la véritable sexualité, ça le détruit. Donc en soi, si vous voulez, il n'y a pas besoin de l'apprendre, il n'y a pas besoin de prendre des cours, il n'y a pas besoin de... On peut expliquer comment ça se passe, bien sûr, on peut expliquer les différences physiologiques entre l'homme et la femme, comment fonctionne leur désir et tout ça, et il faut être capable d'en parler sans problème, sans tabou, voilà. Une fois qu'on est dans l'intimité, il faut vraiment que ce soit un sujet où on n'ait pas on fasse pas une fixette ou une psychose, voilà. C'est pas sale parce que c'est voulu par Dieu, mais il faut remettre les choses à leur place. En soi, ça se passera bien si la relation se passe bien. Ce qui fait que la sexualité est plus ou moins bénéfique, c'est si la relation fonctionne bien. Les êtres qui sont faits pour s'entendre, le bon Dieu a bien fait les choses. Le bon Dieu a bien fait les choses. Des êtres qui se complètent, qui s'entendent bien, qui tombent amoureux, mais où il y a une réelle compatibilité, où c'est pas seulement un élan coup de foudre irrationnel. S'ils soignent leur relation, si chacun y met du sien pour faire attention à l'autre dans la vie quotidienne, dans les conversations, ça se passera exactement de la même manière dans l'intimité sexuelle. Donc, je rappelle, j'enfonce le clou, il est toujours décevant de faire l'amour sans amour. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, et je ne parle même pas d'un principe moral. Je ne parle même pas d'un principe moral.
Je pense que c'est toujours décevant de faire l'amour sans amour. Parce que, à la différence de simplement du besoin naturel de manger, par exemple, pour faire la comparaison, l'acte d'amour est lié à l'amour du cœur. Euh, et il est fait pour les enfants. Dieu a mis ce désir dans notre chair, dans notre être, pour aider à la procréation, à la perpétuation de l'espèce. Parce que avoir des enfants, c'est une charge, c'est exigeant. Et s'il n'y avait pas un désir très fort dans la nature pour pousser à faire des enfants, eh bien, on préférerait ne pas avoir ce devoir parce que c'est compliqué après, c'est source de souffrance pour la femme, c'est source de soucis, c'est source de responsabilité, c'est exigeant, c'est très exigeant. Donc il faut le voir à sa place. C'est le désir le plus fort qui existe dans la nature humaine, donc il faut pouvoir l'assouvir sainement, mais c'est aussi la chose la plus délicate et la plus liée au mystère de la vie. Donc bien le placer à son juste niveau, il n'est pas possible de le dissocier de l'amour. Et quand c'est fait en le dissociant complètement de l'amour, en même temps il faut avoir les idées très claires, savoir où ça se passe, entre guillemets. Et pour ça, de manière générale, les hommes sont beaucoup plus clairs là-dessus que les femmes, parce que chez les femmes, c'est toujours plus ou moins lié à l'émotion, elles ne savent pas trop ce qui se passe, or parfois c'est purement hormonal. Mais même chez les hommes, ce désir en soi animal est relié à l'amour. Donc même chez les hommes, il ne faut pas croire que c'est purement mécanique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est plus distinct chez eux, c'est plus clair, ils savent très bien où ça se passe, mais c'est pas purement mécanique. Et je pense qu'un homme qui se contente seulement d'assouvir ce besoin sans le relier à l'amour, il n'est pas bien. Je pense pas qu'il soit bien. Qu'est-ce que je m'étais noté? J'ai pas tout noté, j'ai pas beaucoup travaillé le sujet, mais il faut être capable d'en parler. Donc oui, je disais, c'est la relation qu'il faut soigner. Si on veut que la sexualité réponde réellement à sa fin, c'est la relation qu'il faut soigner. Donc ça suppose beaucoup de délicatesse. Et puis, si vous voulez, si on prend l'image d'un repas, l'image du besoin de manger, de se sustenter. Besoin naturel, voilà. Nous ne sommes pas que des animaux, donc le plaisir même de manger sera d'autant plus intense et aura plus de répercussions épanouissantes s'il est ordonné. Vous voyez, si on mange à des horaires fixes, si on mange une nourriture saine, si on ne se goinfre pas, si on présente joliment le plat, il y a toute une sorte de mise en scène. Ben oui, parce que justement, on rehausse ce désir purement charnel, physique, parce que nous sommes des êtres humains dont on est capable d'en faire une véritable œuvre d'art. Les restaurateurs le savent, les grands cuisiniers le savent, le simple fait de manger peut devenir un plaisir distingué, un plaisir élevé. Il en est de même en amour. Toujours pour continuer dans l'idée de la nourriture, on dit il vaut mieux ne rien manger que de manger mal. Et bien j'appliquerai ce principe aussi à la sexualité. Je pense qu'on n'est pas bien si on fait ça n'importe comment juste pour assouvir le désir bestial. On n'est pas bien, on se fait même pas du bien à soi-même. On peut croire que bon, faut bien se soulager un peu, mais même pas en fait. Aussi, étant donné que nous sommes des êtres humains doués de volonté, donc on n'a pas qu'un instinct, on a aussi une volonté, et bien le fait d'être capable de se frustrer, d'ordonner la chose, d'attendre, de correspondre à l'autre aussi, rend le plaisir plus ordonné, plus humain et plus agréable aussi. Voilà, c'est pas une fatalité, ce n'est pas une fatalité d'avoir du désir sexuel, ce n'est pas une fatalité. On peut attendre la bonne personne, on peut attendre le bon moment, c'est plus ou moins facile. De même, si vous crevez de faim, il y a un moment, ça devient très difficile de continuer à crever de faim. Comme dit saint Paul, il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. Mais on le regrettera si on se jette sur la nourriture pour assouvir son besoin. On peut en faire une indigestion après. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu très faim et qui ont été malades parce qu'ils se sont goinfrés d'un coup, par exemple. Je pense que
à ce niveau-là, la comparaison entre le besoin de se nourrir et le besoin de sexualité est valable. Ça peut faire comprendre des choses. Je noterai aussi pour ce besoin de sexualité épanouie l'importance d'une grande délicatesse. On croit que ça n'est valable que pour les femmes. On croit que seules les femmes ont besoin de délicatesse en amour parce que leur désir met plus de temps à venir, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, ce qui n'est pas du tout toujours vrai. On dit aussi, oui non mais vous comprenez, les hommes c'est plus fort. Mais pas du tout, pas du tout. C'est juste que ça se manifeste de manière différente et que chez eux ça vient plus vite. C'est pas du tout une... on a cette idée comme ça que les femmes c'est compliqué, ça marche pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, je vais pas rentrer dans un cours de sexualité, mais je pense qu'il faut beaucoup dans ce domaine-là mettre de la délicatesse. C'est la chose qui est la plus liée au mystère de la vie, où aussi on a le plus d'attentes de l'autre et on met une pression terrible sur les autres. Sur le conjoint, on met une pression terrible et chacun a une pression terrible. Je pense que ça c'est universel de se dire est-ce que je vais faire plaisir à l'autre, est-ce que je vais être à la hauteur. Et autant les femmes que les hommes ont cette pression. Et il faut le savoir dans la relation et au maximum, une fois que c'est dans l'ordre, ça je dis juste après, l'histoire que ce soit dans l'ordre fait que le plaisir sera beaucoup plus profitable et beaucoup plus... Il atteindra sa fin tout simplement et il sera réellement épanouissant s'il est fait dans l'ordre, mais j'en parle après. Une fois donc que c'est fait dans l'ordre, vraiment mettre l'autre à l'aise, ne pas lui mettre de pression, puis alors il faut absolument que tu fasses comme ceci, comme cela, et puis bon, il faut être capable de parler, voilà, mais surtout le plus important c'est de mettre beaucoup de liberté, de détente, et c'est ça qui fait que l'autre va être beaucoup plus abandonné et faire profiter de l'instant présent. Et puis aussi, très important, d'avoir de la générosité. Qu'il n'y en ait pas toujours qu'un des deux qui cherche à faire plaisir à l'autre. Voilà. Mais c'est comme tout, c'est comme dans la vie. C'est pour ça que je disais, c'est même pas ça qu'il faut traiter de front, c'est sa vertu au quotidien avec les autres. Voilà. Si on n'est occupé que de son plaisir égoïste et d'assouvir ses désirs les plus bas, sans contrôle, sans se maîtriser, sans l'ordonner, sans rien, si vous voulez, on n'est pas apte à l'amour. Point. On n'est pas apte à l'amour ni à faire l'amour. Parce qu'en fait, on se déchoit au niveau bestial, ce qui est dommage. Même pas dommage, enfin, nous sommes des êtres humains, donc vivons à la hauteur de notre nature humaine. Je ne dis pas que c'est facile pour personne. Alors après, donc toujours pour parler de ce besoin de sexualité épanouie, qui est quand même un besoin fondamental, et qui n'est pas à négliger dans le couple, et ça, dans les milieux catholiques conservateurs, du fait que l'on veut rester dans la loi de Dieu, on a tendance à ne pas vouloir en parler, ne pas vouloir reconnaître bien en face que c'est la moitié de la relation au niveau naturel. Dans les éléments naturels, il faut que ça colle au niveau humain, mais il faut aussi que ça colle à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait une sécurité matérielle, mais aussi une sécurité affective et sexuelle. Et ça fait partie de la relation. Et malheureusement, de nombreux couples finissent mal et ne pratiquent plus la vertu. C'est lié à la vie chrétienne. C'est lié à la vie chrétienne, tout à fait. Oui, je le dis. Et bien parce que de ce côté-là, ça fonctionne pas bien. Mais se rappeler quand même que si ça fonctionne pas bien de ce côté-là, c'est peut-être que les conjoints n'ont pas vu la corrélation avec le soin qu'on apporte à la relation. Et en général, quand ça se passe pas mal au lit, c'est qu'il y a un besoin de l'autre qui n'est pas entendu plus profond dans la vie courante. Voilà. Je parle en particulier, donc c'est ça dont je voulais absolument parler, le besoin que ce soit fait dans l'ordre. Le besoin que ce soit fait dans l'ordre. Je ne sais pas si ce besoin est universel. Là, je sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que le fait que la relation soit permise, soit sous le regard de Dieu, soit faite... Voilà, on sait que c'est possible. Ça apaise énormément de tensions. Alors vous allez me dire, oui mais ça enlève du piquant, ce qui est drôle c'est quand justement il y a une relation d'amant défendue, il y a plus de passion. Est-ce que c'est une relation épanouissante ça ? Est-ce que c'est une relation épanouissante ? Est-ce que c'est pas un plaisir qui ne rend pas heureux fondamentalement ? Je pose la question. Après, il y en a qui sont des cochons et qui ont envie de rester cochons et qui ont envie de vivre ça de cette manière-là toute leur vie.
Ils ont besoin que ça reste ce côté défendu, je fais ce que je veux, je libère ma sexualité. Hein. Mais je ne sais pas si c'est des gens les plus heureux. En tout cas, je crois que, surtout chez une femme, hein, bon, on n'en est pas au besoin de la femme, hein, mais le fait qu'elle sache qu'il y a un engagement, qu'il y a une sécurité affective et que ce soit fait dans l'ordre, tout simplement, fait dans l'ordre, et que au niveau moral ce soit permis, eh bien, ça rend le plaisir beaucoup plus vif et beaucoup plus... si vous voulez, toutes les barrières c'est permis, voilà. C'est un petit peu comme... on revient à cette image de la nourriture. Quand vous savez que vous êtes en train de grignoter entre les repas, vous vous êtes fixé pour votre ligne, pour votre santé, tout simplement, vous êtes fixé des horaires de repas. Mettons que vous ayez tendance à grignoter entre les repas, eh bien je pense que vous le vivez moins bien, vous profitez moins bien je suis allée prendre encore des gâteaux entre les repas, je grignote, vous le vivez moins bien. Alors que quand vous savez que vous avez bien préparé le repas, c'est l'heure, vous avez pris soin de faire les choses correctement, c'est un repas équilibré, et ça va être bon pour votre organisme, voilà, et ça va vraiment refaire vos forces, vraiment vous en profitez à fond, quoi. Je pense. Ça m'est arrivé, moi, de crever de faim, mais enfin, je pense que ça arrive à tout le monde. Je dis ça m'est arrivé, mais ça arrive à tout le monde. Mais on prend le temps quand même de se préparer, même en tant que célibataire, vous voyez, se préparer joliment sa petite assiette, attendre que ce soit l'horaire, etc. Bah oui, on a le ventre qui gargouille un petit peu, mais on attend. Et bien vraiment, on en profite mieux après. Et j'allais dire, on a besoin de moins consommer pour se sentir nourri. Parce que c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Voilà, question de qualité. Et puis, dans ce besoin de sexualité, j'insiste aussi sur, ça me vient, je vous le dis, le fait que il faut le voir de manière très large, voilà. C'est-à-dire que le besoin de sexualité, ça peut être tout simplement le besoin d'une caresse, d'un câlin, et il n'y a pas besoin de réfléchir à l'acte absolument. Faut trouver son équilibre à deux, mais bien souvent, c'est ça qui fait péricliter des couples. C'est que on est focalisé sur ça, et du coup, ça fait perdre tous les gestes attentionnés qui avaient accompagné la relation au départ. Et c'est ça qui doit rester dans les couples au long des années. Garder ces gestes de tendresse, tout ce qui entoure l'amour comme un écrin, le garder ça, parce que c'est ce qui fait que c'est la fine fleur de l'amour. Voilà. Et le placer à son juste niveau, voilà, comme lié à la vie. Donc il est évident que dans ce domaine-là, tous les moyens de contraception ont fait baisser le désir. Et oui, ils font baisser le désir, ça a un effet bloquant, ça a un effet qui fait une routine, etc. On en parlera après, mais je crois que c'est le fait de vulgariser et de vouloir rendre plus facile par les moyens de contraception, qui en plus on sait très bien qu'on bloque la vie et qu'il y a un petit problème pour toute personne honnête, hein. Mais en plus de ça, même au niveau naturel, ça rend le plaisir moins agréable, voilà. Et puis toutes ces questions de complications on veut rendre le plaisir de plus en plus sophistiqué, mais en fait on en profite moins. C'est la société fast-food, voilà. J'ai faim, je vais me prendre un McDo. C'est vite, rapide, vite consommé, etc. Oui, mais en attendant, c'est pas de la bonne nourriture. Ça vous bousille, ça forme des obèses, des animaux, quoi, des gens qui vivent... vous connaissez ce verset, je crois que c'est un extrait du psaume de David. Leur Dieu, c'est leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Je crois, ah non, c'est pas le psaume de David. Oh, je sais plus. Mais je sais que c'est dans l'Écriture sainte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Voilà. Donc on reprend les besoins communs à l'homme et à la femme. Que l'autre ne nous rejette pas dans les moments d'émotions fortes. Parce que dans tous les couples, il y a un moment où arrivent des crises, des coups durs, que ce soit des coups durs d'ordre financier, ou une grave maladie, ou la perte d'un être cher, des coups durs, ça arrive. Et là, il faut vraiment avoir énormément de patience et de maîtrise de soi pour ne pas balancer une émotion forte sur celui qui déjà est dans une émotion forte.
dans les moments de colère ou de forte tristesse, ou voilà, en ce cas, il faut prendre aucune décision et surtout ne dire aucune parole qui blesse. Parce que les mots, on ne peut pas les retirer. Un mot fâcheux que vous avez dit et qui a blessé l'autre, ça le marquera à vie et ça va ternir la relation à vie. Donc je sais que c'est très dur, mais dans ces moments de crise que tout le monde traverse forcément, c'est vrai en couple, mais c'est vrai d'ailleurs avec n'importe quel prochain, ne pas augmenter la pression, c'est à celui qui criera le plus fort, voilà. Le plus sensible, cherchez à comprendre au lieu de dire calme-toi tout de suite. Voilà, s'il vous plaît. Cherchez à comprendre ce que vit l'autre et il n'a pas forcément besoin de conseils, il n'a pas forcément besoin que vous agissiez. Il ou elle ont juste besoin que vous compreniez ce qui se passe et du coup vous allez agir en conséquence. Mais si vous ne prenez pas le temps d'abord de comprendre ce qui met l'autre dans un état pareil et que vous réagissez juste au niveau des émotions sans avoir hissé les émotions au niveau de votre jugeote, qu'est-ce qui lui arrive, j'essaye d'abord de comprendre, et bien vous allez empirer les choses, ça peut faire vraiment des drames. Donc quand il y a une émotion forte, essayez de gérer cette émotion par un recul de l'intellect. Voilà, un recul de compréhension de l'autre, qui n'exclut pas beaucoup d'amour. Mais ça suppose beaucoup d'amour parfois, d'essayer de comprendre avec sa tête, et pas seulement de réagir violemment au niveau émotion contre émotion, quoi. Ensuite, pour déterminer la qualité des besoins de l'un et de l'autre, tenir compte de son tempérament et de sa sensibilité. Savoir que plus un être est sensible, plus il souffrira. J'ai trouvé cette phrase de Thomas More, pas le saint Thomas More, mais Thomas More. Le cœur le plus sensible à la beauté des fleurs est toujours le premier blessé par les épines. C'est pas faux, c'est vrai. En tenir compte. L'idéal, c'est quand l'un et l'autre ont une sensibilité à peu près de même niveau. Comme ça, ils vont moins se faire souffrir. Mais en même temps, c'est peut-être pas forcément bon, parce que si on a deux hypersensibles à fleur de peau, ça peut faire des drames pour n'en plus finir. Ça peut rendre difficile le fait de prendre du recul. Bon, voilà ce que je me suis noté pour les besoins communs. Ensuite, ce dont l'un et l'autre n'ont pas besoin. Pas besoin. Ils n'ont pas besoin de rapport de force de compétition. Ça détruit les couples. Ça détruit aussi les relations. Tout essai de rapport de force pour dire moi je suis meilleur que toi, moi je travaille plus que toi, moi je gagne plus que toi, moi t'as vu j'ai fait ce sacrifice, toi tu l'as pas fait, j'ai rendu ce service, toi tu l'as pas rendu. Et puis surtout cette espèce d'égalitarisme pour essayer de voir lequel est le meilleur, lequel vaut plus, lequel a le plus d'abonnés. J'avoue, j'ai déjà vu des conjoints, ils ne sont pas mariés mais c'est des conjoints, ils ont un enfant, qui sont un peu en compétition pour savoir lequel a le plus de publications regardées, etc. Mais normalement ça ne se passe pas du tout à ce niveau-là, on essaye juste que l'autre soit reconnu à sa juste valeur. Normalement c'est ça dans un couple, on a envie de mettre en lumière l'autre, on en parlera après. Mais... Donc la compétition c'est destructeur. Ensuite, ce dont ils n'ont pas besoin, c'est la suspicion, la jalousie, la suspicion permanente. Bien se dire que ça ne fera pas changer l'autre. Le fait d'avoir des doutes permanents sur l'autre, ah ouais, il est en train de regarder une femme sur internet, il me trompe peut-être, etc. Ça ne le fera pas changer. Faut laisser respirer un peu, laisser respirer. De toute façon, il ou elle vous a choisi. Donc si il ou elle vous a choisi, c'est pour une raison. Donc ça va, tranquille. On a le droit de voir une belle personne passer dans la rue sans que ça y est, on ait trompé l'autre. Faut un peu se lâcher la grappe mutuellement, quoi. Cette espèce de surveillance sur l'autre, c'est destructeur. Il faut que l'autre ne se sente pas mis en prison par son conjoint. Autrement, il va s'envoler. La possessivité, c'est destructeur. Pas besoin de possessivité. L'autre n'est pas ma chose. Chacun a un énorme besoin de se sentir libre. C'est très important. Et quand c'est pas vécu sainement, ça fait des relations libres. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles la société a si vite dévié aussi. C'est qu'il y avait une espèce de possessivité mutuelle qui était pas bonne. L'autre n'a pas non plus besoin d'un cœur fermé. Si vous offrez à votre conjoint un cœur fermé dans vos soucis, replié sur lui-même,
ce sera aussi destructeur. Parce que l'amour pousse à donner à l'autre. Donc, si vous avez un besoin, une tristesse, quelque chose qui renferme votre cœur, l'autre n'a qu'une envie, c'est de combler cette peine. Ou alors, il n'y a plus d'amour dans le couple, hein, voilà. Ou il n'y en a peut-être jamais eu. Mais normalement, si vous avez une peine ou si vous avez un besoin, le mouvement naturel de celui qui vous aime, c'est de le combler, d'y répondre. Donc, autant le lui ouvrir. L'ouverture de cœur, ça c'est important dans un couple, très important. Alors si vous avez peur d'ouvrir votre cœur parce que vous vous dites si je m'ouvre, il va me détruire, il va en profiter pour m'écraser, je pense que vous n'avez pas choisi le bon conjoint ou la bonne conjointe. Il n'est jamais trop tard pour s'en rendre compte. Voilà. Il vaut mieux s'en rendre compte avant, quoi. Mais on ne peut pas forcément savoir parce qu'il y a des gens qui vous manipulent bien pour vous faire croire qu'ils sont le partenaire idéal et vous en faites les frais après. Et là, ça fait des drames épouvantables. D'où l'importance de s'éduquer sur tous ces sujets avant, là. Les couples n'ont pas besoin d'égoïsme. L'égoïsme, ça tue véritablement toutes les relations, mais vraiment. Les couples n'ont pas besoin, les conjoints n'ont pas besoin de se faire juger par l'autre. Bien voir qu'on est à deux dans une même galère, qui aura ses moments de joie et de tristesse, mais on n'est pas là pour regarder, ah, t'as fait ça, c'est pas bien, etc. Tu n'es pas une bonne chrétienne, toi, etc. Bah, aide-la ou aide-le. Plutôt que de lui dire, ah, t'es sorti toute la journée en voiture, t'as même pas dit ton chapelet. Chacun fait ce qu'il peut. Donc, si vous trouvez qu'il y a quelque chose à corriger, essayez de l'aider à grandir. Mais il n'y a pas besoin de se juger. C'est Dieu, hein, le juge. C'est pas votre conjoint, le juge. Hommes et femmes n'ont pas besoin non plus de se faire traiter avec irrespect ou mépris. Voilà, ça c'est pas permis dans un couple, se faire traiter avec irrespect ou mépris. Il faut bien se dire dans les relations humaines que souvent l'autre aura le comportement adapté au regard que vous portez sur lui. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous trouvez en présence de personnes qui vous mettent à l'honneur, instinctivement, vous redressez le tir, la posture, etc. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un qui vous parle avec délicatesse, courtoisie, etc., vous avez envie de vous comporter correctement, d'être plus courtois, plus délicat, plus fin, d'avoir plus de standing, quoi, on va dire. C'est très mal dit. Mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, dites-vous bien que si vous voulez placer la relation à un niveau un peu plus élevé, un peu plus beau, un peu plus joli, un peu plus digne, eh bien, il suffit vous-même d'instaurer ces valeurs, de parler à l'autre comme vous avez envie qu'il vous parle. Et ça élèvera le niveau. Donc, se faire traiter avec irrespect ou mépris, ça va niveler la relation par le bas. Et c'est terrible, c'est tout. Ensuite, hommes et femmes n'ont pas besoin du féminisme. Le féminisme est un poison de la société. Citation de Chesterton. Le féminisme pense que les femmes sont libres quand elles servent leurs employeurs, mais esclaves lorsqu'elles aident leur mari. Donc j'avoue que je ne suis pas du tout pour rabaisser les femmes, je ne suis pas du tout pour que, on verra après, il y a des besoins de la femme qui doivent être remplis, et elle ne doit pas se sentir inférieure à l'homme, jamais, mais cette espèce de revendication bête en fait, fait de la femme une esclave de son travail. Donc finalement les femmes n'ont rien gagné. Je pense qu'une femme... les femmes s'en sortent pas si bien de leur féminisme. Et enfin, j'ai noté quelque chose. Hommes et femmes n'ont pas besoin du déni. De faire un déni sur les problèmes qu'il y a dans leur relation. Quand il y a un déni, quand il y a un non-dit, quand il y a un problème, il faut crever l'abcès. Et celui qui crève l'abcès est le plus courageux et celui qui montre le plus d'amour. Combien de fois dans un couple on se dit, je sais pas, il y a eu une faute, il y a eu, je sais pas, mettons, ça peut être la femme aussi qui est coupable de ça, la femme qui a fait une bêtise, qui a cassé quelque chose, ou l'homme qui a perdu des sous à son travail, mettons, il a perdu de l'argent, il a fait une mauvaise affaire à son travail, et instinctivement il va se dire, ouais, mais j'ose pas lui dire parce que j'ai envie de la protéger de ce souci. En fait, vous ne lui rendez pas service. Vous ne rendez pas service à la femme, les femmes ont besoin de vérité, les femmes ont besoin de savoir, pas du tout parce qu'elles veulent tout contrôler, enfin il y en a certaines c'est ça malheureusement, mais c'est parce que
plus la relation est établie sur des bases de vérité et de limpidité, plus on va s'entraider. Il vaut mieux travailler sur le vrai terreau, plutôt que de faire semblant que ça va si ça va pas. Si un homme est frustré parce qu'il aurait besoin de faire l'amour beaucoup plus souvent à sa femme et qu'il n'ose pas le dire, il va en souffrir, il va être mal. Et inversement, c'est pareil. Si la femme a l'impression qu'elle fait tout à la maison, qu'elle est épuisée et qu'elle s'en sort pas et qu'elle n'ose pas le dire à son mari parce qu'il faut gérer, il faut faire bonne figure, il faut le dire, il faut le dire. Chacun fait ce qu'il peut et doit y mettre du sien pour essayer de rendre la vie plus agréable à l'autre. Mais il faut dire quand ça va pas. Il faut le dire. Et c'est... Voilà. Et puis toujours dans cette idée de déni, on ne règle pas ses problèmes au lit. Voilà, il y a beaucoup de couples comme ça où il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation, mais on oublie entre guillemets en faisant l'amour. C'est pas du tout une solution, pas du tout, du tout, du tout. S'il y a un souci, regardez les choses en face, crevez les abcès et ça passera d'autant mieux après dans l'intimité. Voilà. Je marque une pause et puis on revient